édition réalisée à la Dynamique mondiale des jeunes située au Cancif Médor. Nous sommes actuellement avec deux invités dont le visage sera familier. Il s'agit de Martin et Francis Tanzabé. Et pour cette nouvelle édition, nous allons nous intéresser au contexte dans lequel ils vivent du côté du Septentrion. Et nous rappelons que le programme La Roue, c'est une émission qui promeut le leadership, l'entrepreneuriat et la gouvernance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre un petit moment de transition, question de préparer nos invités et nous vous revenons de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau de La Roue, accompagnés de nos deux invités. Il s'agit de Modène Martin et de Dynamique Tanzabé. Ils nous viennent tous les deux de l'extrême nord et ils vont partager avec nous leur contexte, leur quotidien. On va dire, ils vont partager avec nous les réalités qu'ils vivent du côté du Septentrion. Alors, je vais déjà introduire ces deux invités. Bonjour Modène Martin. Bonjour Jacqueline. Ce n'est pas ta première fois sur le plateau de La Roue, donc sens-toi à l'aise, c'est déjà comme chez toi. Bonjour également à Dynamique Tanzabé. Bonjour Jacqueline, merci. Tu as également le plateau de La Roue, n'est pas un plateau très inconnu de toi, donc tu es également à l'aise et on va partager ensemble un petit moment et on va échanger sur le contexte que vous vivez du côté de l'extrême nord. Vous êtes ressortissant de cette zone, mais vous ne venez pas de la même localité. L'un vient du Logon des Chari et l'autre du Mayo Sava. Donc on va essayer de creuser pour vraiment s'imaginer dans vos différentes localités. Je vais peut-être commencer par Dynamique Tanzabé. Tu viens du Mayo Sava, parle-nous de ta localité et du contexte de paix et sécurité qui se vit de ce côté-là. Merci Jacqueline, merci vraiment d'avoir me passé la parole et me donner cette opportunité de parler de ma localité qui est dans le département de Mayo Sava. Ma localité, comme vous le dites, je suis dans le département de Mayo Sava, mais un peu avancé à la frontière dans la localité d'Amichili, dans l'arrondissement de Kolofata. Mais la grâce m'est donnée de parcourir tous ces départements de Mayo Sava afin de voir tout ce qui se passe. Bon, quand vous me parlez un peu du contexte de sécurité qui est dans cette zone, je pourrais vous dire que ce contexte jusqu'à l'heure actuelle est vraiment alarmante. Et cela a commencé depuis 2013, 2014, avec la venue de Boko Haram, qui a déstabilisé beaucoup de choses dans ces zones. Où aujourd'hui, pour se déplacer de Mora en allant vers Kirawa, en Chili, ce n'est pas facile. Beaucoup des hommes, pour se déplacer ont besoin d'escorte, accompagnés par les gardes militaires. Et c'est pour vous dire que cette zone n'est pas vraiment dans la paix, totale comme on le pense à l'heure actuelle. Elle est vraiment encore touchée et touchée. Et elle est sur le point d'être touchée chaque jour par les éléments de Boko Haram qui sont en train de faire rage dans ces zones. Oui. D'accord. Après le Mayo Sava, nous allons aller un peu plus loin du côté de Lonichari, précisément du côté de Kousséry, avec Modène Martin qui va essayer de nous parler également du contexte de paix et sécurité qui se vit de ce côté du Cameroun. Et on va essayer d'avoir une idée, une petite comparaison des deux localités qui se trouvent dans la même région. Modène Martin, tu as la parole. Ok, merci Jackie de m'avoir passé la parole. C'est vrai, nous sortons de la même région qui est l'extrême nord. Moi, je fais partie du département du Bonne-Chari. On ne vit pas la même situation. Les réalités sont différentes. Eux, ils ont parlé juste des Boko Haram. C'est vrai, de l'autre côté, il y a également les Boko Haram qui font rage, mais il y a également les conflits interethniques qui font également rage de ce côté. Donc, c'est pas trop évident. C'est arrivé que même les forces de l'ordre, au lieu de défendre la population, qui sont là pour défendre d'abord les petits problèmes interethniques, également au niveau des frontières, comme c'est encore une ville frontalière, ça mène à Nigeria et tout cela. Donc c'est pas vraiment trop évident pour les forces de l'ordre et de ce côté la paix, la sécurité n'est pas vraiment assurée. D'accord, parlons de
contexte proprement dit, est-ce que vous pouvez nous décrire les conflits dont vous parlez? Vous avez parlé des conflits avec Boko Haram et des conflits ethniques. Est-ce qu'on peut essayer d'en savoir plus? Oui, parlant de conflits ethniques, tous ces derniers temps-ci, c'est compliqué. Il y a le conflit entre Arabes et Arabes et Moussous. Ce conflit a engendré beaucoup de choses. Cela a fait que beaucoup de biens se sont détruits, les pertes de vies humaines, tout cela. Donc c'est un peu ça le problème interethnique. Et également par rapport au Boko Haram, c'est beaucoup plus au niveau des frontières, comme bien Nigeria, tout cela. Vraiment, ce côté est vraiment menacé. D'accord. Et parlant de la jeunesse, quelle est la position des jeunes? Que pensent les jeunes? Comment ils agissent face à ces conflits-là? Comment les jeunes réagissent? C'est vrai, pendant cette situation, il y a la peur qui règne dans laquelle il y a des jeunes qui cherchent à quitter la ville, quitter carrément la ville parce que les activités ne marchent plus. Il n'y a plus d'activités, c'est très compliqué. Donc ils préfèrent aller se chercher ailleurs et tout cela. Bon, est-ce que c'est ton cas? Parce que là, tu te retrouves à Yaoundé. Est-ce que tu as quitté Busséry par peur ou alors c'était déjà prévu? Non, c'est pas mon cas. Moi, je suis un stage de perfectionnement dans un cabinet d'avocat, d'agent d'affaires, que je savais mettre du doux en passant. Donc, de temps en temps, je fais des rencontres, des causeries éducatives. Je ne suis pas là pour fuir la guerre. D'accord, donc on va également aller du côté du Mali où ça va pour savoir, pour connaître un peu la position des jeunes, comment les jeunes réagissent face aux multitudes d'attaques qui se vivent là-bas dans votre localité. Ok, merci Jackie, merci vraiment. J'ai compris ce que le frère Fidèle venait de dire, et modèle Martin. Et si je compare ce qu'il a dit, c'est presque la même chose que l'on vit dans notre arrondissement, dans notre département de Mayo-Saba. Jackie, tu vois, dans le Mayo-Saba, on touche à tout. Comme il venait de le dire, c'est une zone frontalière vraiment, où avant la guerre, les activités et la jeunesse était active dans tout. La jeunesse était presque autonome, la jeunesse faisait n'importe quoi. La jeunesse se sentait à l'aise. Mais depuis quelque temps, il y a de cela presque 10 ans, si vous arrivez dans ces zones, vous allez trouver qu'il n'y a plus de jeunesse. Beaucoup se sont migrés vers ici. Certains sont allés vers le Nigeria, certains vers le Tchad. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, si vous partez dans certaines localités dans l'arrondissement, dans le département de Mayo-Saba, vous n'allez pas trouver au-delà de 1000 jeunes. Ceux qui sont là-bas, peut-être, ce sont ceux qui ont peut-être leur chambre. Mais sinon, la majorité partent juste pour l'agriculture. Dès que l'agriculture finit, ils rentrent. À cause de l'insécurité qui surgit. Vous voyez? S'ils ont peut-être les 100 000, 200 000, qu'ils payent peut-être après l'agriculture, ils ont peur de rester là-bas parce qu'un bon nuit, quelqu'un viendra arracher cet argent. Donc, raison pour laquelle la jeunesse ne parvient pas à rester dans cette zone aujourd'hui à cause de cette insécurité qui surgit. Donc on va dire que la jeunesse préfère fuir, elle a trouvé mieux de fuir ou alors de migrer dans d'autres régions du pays pour pouvoir trouver le... Effectivement, c'est ça. C'est ce qui se passe actuellement. Vous allez voir qu'au moment de la saison pluvieuse, la jeunesse rentre. Ils rentrent au village, ils rentrent dans ces départements pour certaines activités. Mais dès que la saison pluvieuse finit, ils ont déjà vendu leurs marchandises, ce qu'ils ont trouvé au champ, les haricots, les oignons et tout ça. Ils ont l'argent. Ces gens refusent de rester sur place. Parce que quand tu es sur place, on viendra afficher cet argent. Ils sont en insécurité, donc ils sont obligés de se mettre. D'accord. On va aller dans le même sens en parlant de l'impact peut-être négatif ou positif dans le domaine socio-économique que ce climat d'insécurité a créé dans votre localité par exemple. Est-ce qu'il y a un impact assez visible que vous voulez partager avec nous? Effectivement, il y a plusieurs impacts. Il y a plusieurs impacts. Avant la guerre, comme je le disais, la zone d'Amchidé
seul pouvait suffire. L'argent la douane pouvait trouver là-bas pouvait suffire à ce qu'on paye tous les fonctionnaires de l'extérieur. Elle était comme ce poumon. Je me rappelais même quand j'étais encore trop jeune, on votait le budget qui allait à 20 milliards. Rien que dans cette petite zone. Où il y avait vraiment ces flux économiques. Vous voyez, la frontière était ouverte, mais aujourd'hui, comme je vous le dis, la frontière, le Niger a construit carrément un mur qui ne permet même pas à ce que la population se sente à l'aise pour faire la circulation. De un. De deux, le gouvernement, avec les forces de sécurité, ne laisse pas cette population tranquille. Avec cet état d'insécurité, ils sont là. Imaginez, vous sortez d'Amtidé à Mora, 25 km. Mais vous prenez peut-être une petite marchandise de 50 000. Avant d'arriver à Mora, vous allez dépenser presque 5 000, ou 6 000, 7 000. Vous voyez? Donc, cela a fragilisé vraiment l'économie dans notre zone. Cela a tué l'économie dans notre zone. Cela a rendu vraiment pauvre cet arrondissement de Malo-Sava, ce département de Malo-Sava. Ce n'est pas seulement Amtidé. Il y a aussi Kirawa de l'autre côté. Il y avait l'essence qui entrait. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous voyez à quel point cette guerre a fragilisé l'économie de ces zones. Et ce n'est pas seulement ces zones, c'est la région de l'Extrême en général qui est vraiment en faillite. Donc, vraiment, cette guerre a tué la région de l'Extrême Nord. Et cela a fragilisé vraiment la jeunesse. La jeunesse est déprimante. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose à tenir. Merci, Dynamique Ganzabé. On va peut-être aller à Kousséri, une zone qui est assez frontalière avec le Tchad. Quel est l'impact des crises qui se vivent là-bas sur l'économie? Merci Jackie. Vous savez, avant, on peut citer les villes économiques qui sont au Cameroun. Après, voilà, on parle de Kousséri. Mais de nos jours, avec ce guerre qui se vit, c'est compliqué. Chaque jour, il y a des villes mortes. Les activités ne marchent plus comme avant. Il y a également l'agriculture. Pendant la guerre de Boutoukou, arabe, tu vois, l'agriculture a été dévastée. Après l'école, plus rien ne marche. Ça fait que l'économie n'avance vraiment pas sur ses côtés. Et là, nous implorons vraiment, s'il y a quelque chose à faire, nous implorons le suivi. C'est un peu ça. Quel est donc le quotidien des jeunes du côté de Kousséri avec toutes ces écoles-là? Comment vivent les jeunes au jour le jour? Avant, les jeunes faisaient des petites activités qui marchaient, comme ils traversaient, ils partaient en Cameroun avec. Souvent, ils prenaient les choses un peu moins chères de l'autre côté au Nigeria pour venir pouvoir traverser. Ça marchait normalement. Maintenant, il y a les beaux-parents de l'autre côté du Nigeria, et de ce côté encore, il y a les guerres internes. Ça fait que ça n'évolue pas vite. Ça décourage vraiment les jeunes de ce côté. D'accord. Et maintenant, quel est le regard des parents? Comment les parents se sentent face à cette situation-là? Des jeunes qui, avec des activités qui pouvaient sortir tous les jours, et du jour au lendemain, se retrouvent perdus, on va dire ça comme ça. Quel est le regard des parents? Vous savez, il y a le René est un peu lâche. Les gars ne peuvent pas se converger dans le même sens. Il y a les parents qui sont un peu nantis. Ils encadrent normalement les enfants. Et ceux qui sont vraiment dépourvus de tout, ils n'ont que les yeux pour pleurer. C'est un peu ça. D'accord. Et si on va du côté du Maïs Sava, quel est le regard des parents face à la situation de la jeunesse qui fuit, qui migre, au lieu de peut-être trouver un moyen de faire tourner ou alors de relever l'économie de la localité? Merci Jackie. Avant de tomber sous les regards de parents, je voudrais également amener cette même idée de quotidien de jeunes, qui est également quelque chose qui est vécu dans le département de Mayo-Sava. Aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse fait? Bon, cette guerre a permis à certains de ces jeunes d'aller un peu loin. Je prends mon exemple par exemple. Je n'avais pas l'idée de faire l'école jusqu'à arriver à un certain niveau. Mais à cause de ces guerres, comme je ne savais quoi faire, je me suis donné à faire l'école.
Tu vois? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à master. Tu vois? Mais si c'était pas à cause de la guerre, en réalité, j'allais arrêter mes études parce que l'école c'était un peu temps. Tu comprends un peu, Jackie? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse fait? Ces jeunes qui ne savent où aller se sont donnés après l'école. Voilà. On peut dire. Ça, c'est un impact positif. Un impact positif. Mais il y a aussi des points négatifs qui tuent ces jeunes. Ces jeunes aujourd'hui sont errants, ils ne savent quoi faire. Beaucoup de ces jeunes filles qui ne savent quoi faire se sont lancées dans le mariage précoce. Aujourd'hui, allez-y dans notre zone, vous allez voir les filles de 14 ans, les filles de 12 ans qui partent en mariage. Un homme de 16 ans épouse une fille et puis la laisse là, il vient à Yaoundé, il vient trouver, il dit, voyez. Donc aujourd'hui, les jeunes ne maîtrisent pas quoi faire en réalité. Ils sont vraiment errants, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils sont juste là, ils montent, ils descendent de temps en temps. Mais qu'est-ce que les parents font? Quel est vraiment ce regard des parents? Beaucoup de nos parents sont désespérés aujourd'hui. Beaucoup sont désespérés. Même comme je vous parlais de l'école, ce ne sont pas tous ces jeunes-là qui partent à l'école. Beaucoup aujourd'hui sont délaissés innés parce qu'ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas aller à l'école. Beaucoup disent que qu'est-ce que je veux faire avec l'école? Si c'est que l'État est là, voilà mon village comment il est. Je vous parle d'Amtidé par exemple, où le maillot a été bouffé toute la vie, le village. L'État a oublié ces côtés du Cameroun. Face au climat d'insécurité qui se vit dans cette localité du Cameroun, l'État a mis sur pied des comités de vigilance. On va essayer d'en savoir plus sur les réalités par rapport à ça. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la sécurité locale assurée par le comité de vigilance de Modèle Martin? Merci Jackie. Parlant du comité de vigilance, je tiens d'abord à les féliciter. Ce sont les personnes qui se sont engagées volontairement pour assurer la sécurité au niveau de la localité. Ils font un bon travail, ils font un travail impeccable. Et là, je les tire chapeau pour cela. Je les tire vraiment chapeau pour cela. D'accord, du côté de savoir comment ça se vit. Jackie, merci. Le comité de vigilance, comme disait mon frère, travaille vraiment. Avant que le gouvernement demande vraiment la mise en place de ce comité de vigilance, je peux dire qu'à Amtidé, en 2013-2014, lors des premières attaques de Boko Haram, c'était un mercredi, quand les gars étaient venus, l'armée nigériane avait abandonné le côté nigérien pour entrer au Cameroun. Et c'était ce jeune, où je faisais partie, qui avons pris, on avait seulement les machettes et les bâtons entre les mains pour sécuriser notre frontière. Vous faites partie du comité de vigilance. J'ai fait partie du comité de vigilance. Et je veux vous rassurer qu'à ce moment, on ne connaissait pas ce qu'on appelait la peur. Je me rappelle bien lors de notre on avait assisté à une guerre avec les gars du pays. C'était nous qui avons dirigé vraiment ce gars à connaître vraiment certains points de la vie du village. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais vraiment tirer chapeau à ceux jeunes qui ne dorment pas. On fait le même travail que les militaires, là-bas dans la zone. Parce qu'on a nos points. Actuellement, si vous partez à Amtidé, vous allez trouver Alpha 2 jusqu'à Alpha 16. Et chaque nuit, on a des jeunes dans ce quartier qui montent la garde. On est là, on monte la garde. On n'a que les bâtons et les torches. L'État, le gouvernement, l'armée a donné à chaque groupe la torche. Donc, je me rappelle, à plusieurs fois, on a pu reposter les gars de Boko Haram. Mais il y a un problème qui se passe actuellement. C'est celui d'abandonner ces jeunes, des comités de vigilance. Aujourd'hui, si vous partez, vous allez trouver que ces jeunes ne font plus le travail. Pourquoi? Parce qu'on les a abandonnés, on ne les donne plus à manger et ils ont laissé le travail. Le fait qu'ils ont abandonné le travail aujourd'hui, on assiste à ces attaques de Boko Haram qui reviennent déjà. Or que lorsque ces comités de vigilance travaillaient, les Boko Haram avaient des difficultés à pénétrer. Mais aujourd'hui, ces jeunes ne travaillent plus. Parce qu'on les a abandonnés, on ne les donne plus à manger. Par contre, de l'autre côté du Nigeria, l'État a outillé ces jeunes. On les a donné l'arme, on les a donné les voitures, on les paye chaque fin du mois. Mais de l'autre côté du Cameroun, ça n'existe pas.
je tiens vraiment à féliciter ces jeunes. Je les félicite vraiment parce que ce sont les jeunes qui se donnent corps et âme. Malgré qu'aujourd'hui, ils se sentent délaissés, on ne prend plus charge d'eux comme au début. Mais ces jeunes donnent tout d'eux. Et ce qui est bien, c'est que même le président de la République, son Excellence Paul Biya, a vu ce que ces jeunes ont fait et il nous a félicités lors de son discours. Et je tiens à informer ces jeunes de ne pas lasser, de ne pas baisser les bras. Nous le faisons pour notre nation et un de ces jours, on portera vraiment la flamme de la paix. Donc, c'est vraiment quelque chose à dire, bravo à ce jeu. Merci, Jackie. D'accord, donc on remercie tous les différents comités de vigilance mis en place par l'État et on va bientôt clôturer cette émission, mais avant, nous allons déjà remercier nos deux invités qui ont bien voulu être présents sur ce plateau. Et avant de nous quitter, on ne va pas manquer de prendre votre mot de fin. Quel est le mot que vous souhaitez adresser aux populations, aux jeunes de votre localité par rapport à cette crise que vous traversez? Ok, merci Jackie pour cette émission qui est vraiment enrichissante. Et ce que je peux dire à la jeunesse de ma localité, c'est de ne pas se lasser, de ne pas se décourager et de ne pas fuir parce qu'il y a la guerre ou quoi que ce soit. Et si tu as un objectif à atteindre, fais-le. Tu sais où, n'importe où tu le fais et Dieu va t'aider. Un peu ça, c'est que un mot que je peux donner à la jeunesse de ma localité. C'est le travail qui paye. Après Modèle Martin, on se retourne maintenant vers Dynamique Danzabé. Comme votre nom l'indique, Dynamique, quel est le mot que vous pouvez adresser à la jeunesse de votre localité et aux jeunes de manière générale par rapport au contexte de paix et sécurité qui se vit au Cameroun? Ok, merci vraiment. Tout ce que j'ai à dire à la jeunesse, c'est que la jeunesse doit vraiment aimer les études. Continuer, aller jusqu'au bout et n'abandonner rien. Et je voudrais également dire que c'est bien d'entreprendre, de chercher à créer, de chercher vraiment à avoir des innovations, de créer des entreprises. L'État a mis des sous à notre disposition. Il suffit de monter des projets et aller vers les personnes qui sont mieux placées pour nous aider. Donc, voilà ce que j'ai à dire à la jeunesse. Ne nous donnons pas à la facilité, parce que la facilité finira par nous tuer. À ceux jeunes qui partent, qui passent le temps à couper les routes, je suis en train de vous dire que vous pourrez utiliser votre force à creuser la terre et demain cela va nous aider. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui avait un regard pluriel vers deux localités de la région de l'extrême nord. Nous étions en compagnie de Modèle Martin et Dynamique Danzabé, tous les deux ressortissants du Septentrion. Nous n'allons pas manquer de remercier la grande équipe qui s'est mobilisée pour la production de cette émission. Nous pensons à Duplex Fenzor et à Théophile Zeleux qui ont assuré la supervision générale. Nous remercions également Igor Clotaire-Chatten qui était à la réalisation et Mel qui, comme toujours, a assuré le rôle de caméraman. Et pour la présentation de cette émission, je suis Jacqueline Mouna et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre programme La Roue. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et surtout partager massivement nos différentes émissions pour pouvoir en faire profiter à la jeunesse. Nous vous remercions et à très bientôt.